Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Armada Gun Show. Et cette vidéo, vous l'attendiez tous puisque c'est la première vidéo de la plateforme en français à traiter uniquement de l'histoire du pistolet volcanique. A savoir qu'avant d'être un pistolet emblématique de l'Ouest sauvage américain, le Volcanic c'est d'abord une entreprise, et pas n'importe laquelle, puisque ce sera la première collaboration d'Horace Smith et de Daniel Wesson. Devinez le nom de l'entreprise mythique que ça a donné dans les commentaires. Pour illustrer cette vidéo, nous avons une magnifique réplique qui ne tire pas à mécanisme simulé de la firme Colser, fabriquée en Espagne. Merci à eux pour le soutien, parce que sinon cette vidéo n'aurait pas eu lieu. Et oui, même si l'on pense à Smith & Wesson quand on pense à l'histoire du Volcanic, ça vient de l'entreprise américaine Volcanic Repeating Arms Company, qui a été fondée en 1855 par Horace Smith et Daniel B. Wesson. À la base, cette boîte-là, c'était comme pour Smith & Wesson, avait pour objectif de commercialiser des cartouches. Et là, on parlait des cartouches Rocket Ball et le levier Sugard qui avait été inventé par Walter Hunt. La première chose qu'a fait la société, c'est d'améliorer la cartouche Rocket Ball et elle a développé une carabine militaire avec un pistolet qui était doté d'un mécanisme de levier Sugard. Bref, le plus important, c'est de savoir que la société Volcanic Repeating Arms Company a eu une existence éphémère et ses successeurs Smith & Wesson, et notamment aussi Winchester Repeating Arms Company, sont devenus des fabricants d'armes à feu qui sont restés dans l'histoire américaine. Pour l'histoire du Volcanic, eh bien tout commence par l'histoire de la création du fusil Volition Repeating Rifle. Et comme dit précédemment, c'est une invention de Walter Hunt en 1848, qui est marquée par son rôle pionnier dans l'introduction du mécanisme de levier de Sugard à magasin tubulaire. Ce sont des innovations qui sont toujours utilisées aujourd'hui et c'est ce fusil qui permit au pistolet volcanique d'exister. Bien qu'il y ait peu de prototypes qui aient été produits, le seul exemplaire connu, il est toujours exposé au Firearms Museum de Buffalo Bill Center of the West of Cody, au Wyoming. On avance un petit peu dans le temps, et en 1849, c'est Lewis Jennings qui développe une version améliorée du prototype de Hunt. L'invention est fabriquée par la firme Robbins & Lawrence Company sous la supervision de Benjamin Tyler Henry. Henry qui va faire connaître les fusils à levier Sugard, bien avant Winchester. Parallèlement, il y a Horace Smith qui entreprend d'améliorer le fusil Jennings et qui aboutit au brevet du Smith Jennings en 1851. La production de ces modèles était limitée, avec moins de 2000 exemplaires qui étaient fabriqués avant 1852, année où les difficultés financières mettent terme à leur production. En 1854, une collaboration naît entre Horace Smith et Daniel B. Wesson et Cortland Palmer qui a conduit à des améliorations du mécanisme, ce qui donne naissance au Smith & Wesson Lever Pistol et à la nouvelle cartouche Volcanic. La production démarre à Norwich, au Connecticut, sous le nom de Smith & Wesson Company. Puis ça devient la Volcanic Repeating Arms Company en 1855, comme on l'a dit précédemment, avec l'arrivée de nouveaux investisseurs, dont Oliver Winchester, que vous connaissez tous. Après l'insolvabilité de la Volcanic Arms Company en 1856, Oliver Winchester prend le contrôle de l'entreprise et le renomme New Haven Arms Company en 1857. Et là, il engage Benjamin Tyler Henry pour développer le fusil Henry. En 1866, la société devient donc Winchester Repeating Arms Company, c'est pour ça que vous connaissez les leviers Sugard avec Winchester, établissant le nom de Winchester comme synonyme des fusils à répétition à levier de Sugard. Maintenant qu'on a établi l'histoire de la firme, on va s'intéresser au pistolet volcanique en lui-même, qui a été conçu, comme vous le savez, en 1854 avec l'intention de révolutionner le monde des armes à feu, en augmentant considérablement la cadence de tir des pistolets. Et cependant, malgré cette innovation, il faut savoir que les pistolets n'ont pas été distribués largement. Malgré une production en série, la demande pour ces armes était limitée. Smith & Wesson ont fait leur entrée dans la scène mondiale en créant leur première entreprise le 20 juin 1854. Elle était spécialisée dans la fabrication et la réparation de pistolets volcaniques. C'est une arme quand même un peu fragile. À savoir qu'à cette époque, les armuriers ont produit les pistolets en seulement deux calibres. On avait le calibre 30 et le calibre 38, avec des canons de 4 à 8 pouces respectivement. Et ils ont réussi à produire environ 1200 armes avant la fermeture de l'entreprise. Les raisons de la fermeture étaient assez claires. Les munitions disponibles pour ces armes n'ont pas suscité un grand intérêt en raison de leur coût relativement élevé, bien que les caractéristiques des cartouches étaient satisfaisantes. Leur prix n'était pas compétitif et ça entravait vraiment la distribution à grande échelle. Cependant, ça n'a pas découragé les armuriers. Après avoir trouvé des partenaires dont Winchester et Smith & Wesson qui ont vu le potentiel des armes, ils ont ouvert une nouvelle société à New Haven et cette fois-ci, ils ont produit des pistolets adaptés aux munitions les plus courantes de l'époque, bien que fondamentalement similaires aux précédents. Cependant, la transition vers l'utilisation de cartouches différentes a nécessité
un ajustement de la production. Et au cours de la première année, seulement 600 armes ont été produites, loin de répondre à la demande du marché. Et Smith & Wesson, donc on finit par quitter l'entreprise, comme vous le savez, sans qu'on connaisse exactement la raison de leur départ. Bien que probablement leur invention révolutionnaire dans le domaine des armes à feu n'ait pas rencontré le succès qu'il méritait. Et la raison pour laquelle on retient Winchester pour levier de sous-garde, c'est que, à la fin de la société, c'était le seul fondateur restant, qui a continué à produire les pistolets, et qui a adapté ensuite leur mécanisme à ceux à canon long, avec l'aide des concepteurs. C'est ainsi que ces armes sont devenues les plus célèbres et les plus populaires de cette époque, tandis que les pistolets initiaux ont été peu à peu oubliés complètement. De plus, l'origine de l'accolade de Henry et les armes qui ont été précédées du modèle à canon long sont tombées dans l'oubli totalement. Mais cependant, Smith & Wesson ont finalement obtenu leur reconnaissance grâce à d'autres inventions, comme vous le savez. Le fonctionnement du pistolet est assez simple. Lorsque la culasse est tirée en arrière, le mécanisme de mise à feu de l'arme est activé et une nouvelle cartouche est chargée depuis le magasin tubulaire qui est situé sous le canon. En réinsérant la culasse dans sa position initiale, la cartouche est chambrée et verrouillée en place, de sorte que même les cartouches les plus puissantes ne peuvent pas faire reculer la culasse lorsqu'elles sont tirées, car toute l'énergie est absorbée par la main du tireur sous forme de recul. Appuyez sur la queue de détente, ça libère le percuteur et on a un processus qui se répète. Il faut noter que l'utilisation d'un seul doigt inséré dans la bague de la culasse pour actionner l'arme n'était pas très pratique. Donc vous voyez, souvent je manipule d'abord le chien et ensuite j'arme la sous-garde. Et donc c'était pas très pratique en grande partie à cause de la poudre à canon utilisée à l'époque qui produisait beaucoup de résidus. Tous les tireurs n'avaient pas la force nécessaire pour extraire les étuis vides et insérer de nouvelles cartouches dans la chambre. Cependant, lorsque le poids de l'arme était utilisé pour actionner la culasse, on le voit souvent dans les films ou dans les jeux, la procédure de rechargement devenait beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, surtout avec les modèles à canon long. Cette exigence de dextérité de la part du tireur pourrait bien avoir été la principale raison de l'impopularité de cette arme. Là, on va comparer avec le mécanisme Henry qui a fait part de la société. Alors, le mécanisme du pistolet volcanique a été critiqué pour sa similitude avec des schémas de fusil de chasse notamment sous la telle de Henry. Cependant, l'intérêt principal réside dans le magasin tubulaire qui permettait un rechargement plus rapide en insérant alternativement des cartouches dans le magasin. La capacité dépendait forcément de la longueur du canon du pistolet, qui augmentait la vitesse de rechargement par rapport au revolver à barillet, comme tous les revolvers, et malgré sa production limitée, le pistolet volcanique a eu un impact quand même significatif sur le marché des armes à feu, simulant le développement ultérieur de conception d'autres armes, par exemple les Winchester et les fusils Henry. Et oui, dans ce monde, tout est une question d'ego, donc l'attribution du mérite, bien que la frontière entre le plagiat et la conception originale soit mince dans l'industrie des armes à feu comme ailleurs, il est important de reconnaître les contributions de tous les concepteurs impliqués. Donc le nom Henry, il est associé au mécanisme du pistolet, pour être interprété différemment selon qu'il ait été choisi par leur entrepreneur ou le concepteur lui-même. Cependant, de tels actes de reconnaissance peuvent parfois être motivés par des considérations commerciales plutôt que par la véritable origine de l'innovation. Voilà ce que j'avais à dire sur l'attribution. Sur la vidéo déballage, je disais qu'aucune réplique fonctionnelle n'avait été créée, eh bien je me trompais. Il y a eu un volcanique italien créé par un artisan qui était nommé Venditti qui a décidé en 1872 de relancer la fabrication du pistolet volcanique. Contrairement aux nombreuses armes de poing conçues à l'époque par Smith & Wesson, le volcanique, il n'avait jamais été reproduit dans son pays d'origine. Et à cette époque, alors que le revolver à percussion est à son apogée, on a les premières armes à cartouche métallique, percussion centrale qui apparaissent, le concept de balle autopropulsée du volcanique devient rapidement obsolète, puisqu'effectivement, les munitions du volcanique étaient autopropulsées. C'est aussi une des raisons de sa disparition. Le pistolet de Venditti, lui, c'est une réplique presque exacte au modèle américain, nommé numéro 39 et breveté par Smith & Wesson 16 ans plus tôt. Il utilise la même cartouche avec quelques ajustements mineurs qui sont apportés, comme par exemple l'ajout de joues en fer sur les flancs de la carcasse, une crosse ronde avec un anneau de calotte et un percuteur différent de celui utilisé par le volcanique, et surtout il a tenté d'augmenter la capacité de son arme à 26 coups en rajoutant 2 magasins supplémentaires sur chaque côté du magasin principal, et il est revenu sur la configuration normale, la plus équilibrée, avec un seul tube magasin. La production totale du pistolet de Venditti n'a pas dépassé quelques centaines d'exemplaires, donc il est encore plus rare que l'original, et sa tentative ultérieure de modifier son arme pour tirer des cartouches métalliques a été complètement ratée. Et donc pour la conclusion de cette vidéo, le Venditti venait à propos puisque dans les années 70, le monde de l'armement évolue rapidement avec l'utilisation de cartouches métalliques, et donc le concept du pistolet volcanique devient complètement dépassé, reléguant le volcanique et le pistolet de Venditti au statut d'accessoire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner comme toujours, et
pour clôturer la vidéo, on va parler de la réplique et de la culture populaire. Si la réplique vous intéresse, je vous invite à regarder ma première vidéo sur Colser et les liens en description. C'est une réplique fabriquée en Espagne en Zamac haute densité nommée Volcanic qui est basée sur un modèle moins répandu. Il s'agit du Volcanic numéro 1 de luxe. Pour la culture populaire, on le retrouve dans l'excellente chaîne YouTube Forgotten Weapons, dans l'émission Pawn Stars pour ceux qui parlent l'anglais. On le retrouve dans le film Et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone et dans Red Dead Redemption 1 et 2. Il est présent dans d'autres films et vidéos que je vous laisse le plaisir de nommer en commentaire s'il vous plaît. Les sources, vous les retrouverez en description. Donc je vous remercie infiniment pour le visionnage et surtout je vous souhaite une excellente journée. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos